Donc, bienvenue à notre autre cours, VNF 5111. On commence aujourd'hui une nouvelle section du cours qui va porter sur la conception de bases de données. Donc, jusqu'à présent, dans la première partie du cours, on s'est attardé à l'exploitation de données déjà existantes à l'intérieur d'une base de données. Donc, on avait déjà des données quelque part, on les importait, on travaillait avec, on trouvait des choses. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ai une situation, si j'ai une prémisse où je n'ai pas de structure de données déjà établie? Ça va être à moi de décider, ça va être quoi les différentes tables, ça va être quoi les différentes colonnes, ça va être quoi les différentes relations. Donc, pour être capable de faire ça, on va faire de la conception de bases de données, du design de bases de données. Puis, on va utiliser des diagrammes de modélisation pour être capable d'arriver à ça. Donc, on va voir ultimement qu'il y a des commandes, des instructions SQL qui permettent de créer des tables. Mais pour savoir c'est quoi les tables que je veux créer, c'est quoi les colonnes que je veux créer, il faut avoir une bonne idée de ça va être quoi les différentes données, c'est quoi les relations entre ces données-là, puis c'est quoi les contraintes que je veux appliquer à ma base de données. Donc, on va utiliser des diagrammes. Donc, quand je parle de diagrammes, là, je parle de boîtes avec des flèches qui vont nous permettre de visualiser qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir. Donc, on va avoir un processus à 3 étapes, où on va créer 3 choses pour arriver à la base de données. Donc, la première chose qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle un modèle conceptuel. Donc, on va utiliser un diagramme spécifique qui va être le diagramme de classe qu'on va regarder aujourd'hui, qui va nous permettre de s'attaquer à la problématique en faisant fi, en ne prenant pas en considération les limitations techniques qu'on va avoir quand on va avoir une base de données. Donc, on va être capable de s'attaquer au fond du problème plutôt que de s'attaquer à la technicalité ou limitation technologique qu'on va avoir. Donc, une fois qu'on va avoir ce modèle-là, ça va être un premier diagramme, c'est là qu'on va donner la majorité de notre juge de design. C'est là qu'on va prendre des décisions de ça va être ultimement quelle table, quelle information que je veux sauvegarder, de quel type, ça va être quoi les relations qui vont venir avec ça. Une fois qu'on va avoir ce modèle conceptuel-là, on va le transformer en modèle relationnel. Donc, le modèle relationnel, c'est un deuxième type de diagramme, mais que celui-là va avoir des considérations techniques sur les limitations des bases de données. Donc, il y a des choses qu'on va avoir eu le droit de faire durant le schéma conceptuel, durant la modélisation conceptuelle, qu'on ne pourra pas faire au niveau relationnel. Donc, ça va être une autre boîte puis des flèches, mais avec d'autres règles qui vont nous permettre de plus facilement adapter ça à une base de données. Puis le principe, c'est qu'on va déjà avoir fait des décisions ici. Là. Ça va être juste une traduction de quelque chose qu'on va faire à ce niveau-là. Il n'y aura pas de nouvelles grosses décisions à prendre. C'est juste de la minutie puis de suivre une série d'étapes pour avoir le modèle relationnel. Mais c'est encore des boîtes puis des flèches. Fait qu'il va y avoir une dernière traduction à faire qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle le modèle physique ou le modèle réel, qui va être là, les instructions en SQL, qui va nous permettre de créer les tables pour avoir un élément tangible réel. Là. C'est dans un ordi, c'est des 0 et des 1, là, mais qui va pouvoir être exploité, dans lequel je vais pouvoir rajouter des données puis commencer à faire un environnement de production. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder le schéma conceptuel avec le diagramme de classe qui va nous permettre de prendre une problématique puis d'être capable de la transformer en boîte, en flèche, puis en différents éléments qui vont être ultimement sauvegardés dans des tables. Fait que on a, comme j'ai dit, les diapos
qui sont disponibles sur Moodle dans la section de conception. Donc, ici, en fait, pour faire la modélisation de notre première étape conceptuelle, on utilise le diagramme de classe qui est en fait volé du domaine d'informatique pour être capable de faire autre chose. Okay? Donc, nous autres, on le coopte pour être capable de faire ce qu'on a besoin. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça fait partie d'un autre ensemble, fait qu'on va parler un peu de l'historique de où c'est que ça vient, puis qu'est-ce que ça implique, cet élément-là. Puis deuxièmement, ça veut dire qu'il y a certaines parties que nous, on n'utilisera pas dans ce modèle de diagramme de classe-là, parce que nous, on ne l'utilisera pas ultimement dans notre base de données. Donc, le diagramme de classe, c'est basé sur un diagramme qui fait partie d'une série de diagrammes possibles. Donc, juste pour donner un petit historique, dans les années 80-90, le monde de l'informatique se sont rendu compte que faire des boîtes puis des flèches, était vraiment intéressant pour essayer de communiquer des processus, pour communiquer des structures de données, pour communiquer des requis de business. Donc, il y avait un paquet de différentes schémas ou diagrammes de modélisation qui ont été créés pour différentes facettes du monde de l'informatique. Okay? Donc, autant pour représenter ça va être quoi un programme, que ça va être quoi la séquence des différentes instructions, que comment représenter qu'est-ce que le système est capable de faire à un client. C'est des différents diagrammes qui étaient un peu disparates, là, puis comme chacun avait ses méthodes puis ses manières de faire, bien, à un moment donné, tout le monde s'est ramassé ensemble, puis on a décidé de consolider ça à l'intérieur d'un seul framework, d'une seule standardisation qui nous a donné l'UML, qui est le Unified Modeling Language. Donc, l'UML, c'est une série de différents types de diagrammes qui nous permettent de représenter différentes facettes du monde de l'informatique. Okay? Donc, ça va représenter des structures de données, comme nous, on va l'utiliser pour ça avec le diagramme de classe. Mais ça peut aussi être utilisé quand tu travailles avec un client pour être capable de spécifier les requis d'un système. Okay? Donc, il y a des diagrammes de cas d'utilisation qui sont utilisés. Il va y avoir des diagrammes pour représenter comme une séquence d'événements. Donc, dans mon programme, c'est quoi les différentes fonctions qui vont être appelées dans quel ordre, qui c'est qui parle à qui, à quel moment. Donc, il va y avoir différents types de diagrammes qui existent dans l'UML. Donc, nous autres, c'est pas ça qu'on fait dans le cours, là. Donc, ce n'est pas un cours de purement modélisation, là. Donc, dans votre prochain diplôme, là, après votre bac ici, là, quand vous allez faire votre autre bac en génie logiciel et sciences informatiques, vous allez avoir un cours de modélisation qui va tout aller voir les autres. Mais aujourd'hui, on va juste en prendre un puis juste l'utiliser à nos fins précises. Donc, c'est ça la prémisse historique autour de qu'est-ce qu'on va utiliser. Fait que le diagramme qu'on va utiliser, ça va être le diagramme de classe. Donc, ça va être des règles formelles sur qu'est-ce que j'ai le droit de mettre comme boîte, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre comme flèche, puis qu'est-ce que j'écris autour, puis qu'est-ce que ça veut dire, ultimement. Hein? C'est ça le but du diagramme. Il faut comprendre que le diagramme, son but ultime, c'est d'être capable de communiquer de l'information. Hein? Donc, ce n'est pas utilisé dans le fonctionnement de ma base de données. Ça va être quand je suis en train de travailler à l'élaboration du système, je travaille avec d'autres membres, d'autres personnes de mon équipe, puis on travaille ensemble pour qu'on ait une vision commune qui n'est pas juste du code. Hein? Parce que ça peut être assez terse de juste regarder des instructions. Donc, le but des diagrammes, c'est d'être capable de communiquer des idées, d'être capable de faire valoir qu'est-ce que nous, on a besoin, qu'est-ce qu'on veut avoir. Fait que, on va aller regarder ce principe-là. On va voir qu'on va faire beaucoup de parallèles à ce que nous, on a déjà vu, hein, qui est notre produit fini, là, qui va être des tables avec des lignes puis des informations à l'intérieur.
Donc, on va aller regarder un peu comment est-ce qu'on va être capable de remonter la conceptualisation pour ne pas avoir à être trop dans les fougères de la minutie, là, puis de vraiment penser aux idées qu'on a besoin dans la structure de données d'une base de données. Donc, on va aller voir ces différentes affaires-là, le diagramme d'objets, des classes, des attributs, des opérations, des relations, pour être capable de créer un schéma ou un diagramme conceptuel dans le but d'avoir une base de données. Fait que la première chose qu'on va regarder, ce ne sera pas tout de suite le diagramme de classe. On va prendre un premier petit tremplin en allant voir un sous-diagramme là, ou une sous-représentation de qu'est-ce que nous, on sait comme étant des données. Hein? Donc, on sait qu'ultimement, on va vouloir sauvegarder des données quelque part. Hein? Donc, nous, on avait jasé que les données qui étaient dans une base de données, c'est ce qu'on appelait des enregistrements. Hein? Donc, c'était une série de différents éléments contextuels, habituellement comme un nom de colonne avec la valeur qui se rattachait. Puis, on avait plusieurs enregistrements qui créaient une table. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisqu'on est en train de travailler dans un autre modus operandi, là, on est dans une autre sphère de conceptualisation, de design, on va avoir les mêmes principes, mais ils n'auront pas les mêmes noms. Hein? Pourquoi? Parce que sinon, ça serait bien trop facile, puis n'importe qui pourrait facilement prendre nos jobs. Donc, on change d'étape, donc on change de nom, mais les principes vont rester les mêmes. Là. Fait que faites-vous-en pas, moi je suis là pour être capable de faire cette traduction-là. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est qu'on ne parlera plus d'enregistrement quand on va parler de diagramme de classe. On va parler d'objet. Donc, le principe d'un objet, on peut le représenter dans un diagramme d'objet. Donc, la prémisse, c'est que c'est une information, hein, comme on peut penser à une ligne d'une base de données, qui va donc avoir une série d'informations. Donc, à place d'appeler ça des colonnes, on va appeler ça des attributs. Donc, ici, Max Miller a 3 attributs qui ont une définition de c'est quoi l'attribut, puis une valeur de rattacher à l'attribut. Quand on va vouloir sauvegarder plusieurs différents objets, hein, plusieurs différents enregistrements, on va voir habituellement qu'il va y avoir des objets qui vont se ressembler. Hein, donc là, j'ai Max Miller, mais je pourrais avoir Anne Tremblay, puis Bob Lobla, qui ont tous un prénom, un nom de famille, puis une date de naissance. DOB, c'est Date of Birth en anglais. Là. Fait que quand on va avoir plusieurs données qui ont le même contexte, hein, donc plusieurs enregistrements qui auraient les mêmes colonnes, dans ce cas-ci, plusieurs objets qui ont les mêmes attributs, on va vouloir être capable de représenter ces différentes familles d'objets-là, ces différentes familles d'enregistrements-là ensemble, hein, pour qu'ils soient consolidés ensemble puis regroupés ensemble. Ce que nous, on sait que ultimement, ça va être une table. Hein, où c'est que la table va avoir des colonnes, va avoir des noms de colonnes, mais quand je définis ma table, hein, je n'aurai pas de données directement dedans. C'est juste la forme, le schéma de la table. Donc, on a aussi ce principe-là de description de qu'est-ce qui est possible, de regroupement d'informations qui va être ce qu'on appelle des classes dans notre schéma conceptuel. Donc, quand on parle d'un diagramme de classe, okay, on va parler de quelque chose qui va s'apparenter ultimement à une table, qui va regrouper, dans ce cas-ci, plusieurs données, plusieurs objets, plusieurs enregistrements du même type, de la même table, de la même classe. Donc, on va voir que quand on travaille aussi en UML, là, il y a souvent différentes manières d'exprimer le même concept. Fait qu'ici, on a 6 petites boîtes, là, puis les 6 boîtes représentent un objet. Okay? Donc, c'est juste différentes manières de représenter le même objet. Donc, on peut l'avoir avec un identifiant, puis les différents attributs. Ou sinon, je peux juste, si j'ai besoin de juste l'identifiant pour représenter quelque chose, je n'ai pas besoin de mettre les attributs. Ils sont implicites
à juste mettre la petite boîte avec juste le nom pour, encore une fois, que ça soit le meilleur outil de communication possible. Hein. Si je veux juste montrer des relations, puis je ne veux pas avoir à réécrire toutes les choses, j'ai le droit de omettre certains éléments. On peut aussi avoir avec le nom de l'objet, quelque chose qui identifie l'objet, le nom d'une classe à laquelle il appartient. Okay? Fait qu'on va pouvoir penser plus tard que différents objets de même classe vont être regroupés ensemble. C'est ça, ultimement, qui va faire les différentes lignes de ma base de données. Fait qu'on a ce premier principe-là de j'ai des données, okay, j'ai des éléments qui sont sauvegardés, les données qui sont sauvegardées sont regroupées ensemble dans des objets qui sont similaires à des enregistrements, puis on va avoir des enregistrements des objets qui sont de même famille, qui font partie de la même classe. La deuxième chose qu'on va vouloir travailler beaucoup avec nos différents schémas, ça va être le principe de relation, le principe d'association, le principe de lien. Donc, on va être capable de représenter, dans ce cas-ci, on parle encore au niveau des données, au niveau final, de dire, ben j'ai un exemple où c'est que j'ai un cours, puis ben, le cours, il est relié, il y a un lien avec un étudiant spécifique. Puis ce cours-là a aussi un lien avec une salle de classe, ce cours-là a aussi un lien avec un autre étudiant. Hein? Puis cet étudiant-là spécifique a un lien vers un autre cours. Hein? On peut voir ici qu'il y a comme une espèce de tissage de lien. De juste faire la représentation des objets, ça devient fastidieux rapidement, là, parce que là, on a juste 4-5, puis ça commence déjà à remplir la page au complet. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est être capable d'être à un niveau d'abstraction un petit peu plus élevé, où c'est qu'on ne parlera pas de valeur directement, mais on va parler de forme de données. Donc, on n'ira pas, c'est Ellen Lewis ou c'est Mike Fox, mais on va dire, je vais avoir des étudiants, puis les étudiants vont avoir un prénom, un nom de famille, une date de naissance, puis un numéro de matricule. Puis à partir de là, moi, je pourrais avoir, ultimement, dans la concrétisation, autant d'objets, autant d'enregistrements que je veux. Fait que pour représenter cette version conceptuelle-là, cette version high-level, c'est là qu'on va parler de classe. Donc, on jasait d'objets, on jasait de j'ai des valeurs rattachées directement, concrètement. Quand je vais parler de classe, je vais parler à un niveau d'abstraction un petit peu plus haut, où c'est que je vais juste dire qu'est-ce que je peux avoir de possible dans un objet de cette classe-là. Hein, dans un enregistrement de cette table-là, c'est quoi les informations qui vont être disponibles. Donc, comment va marcher la classe? On va avoir une première section qui va indiquer c'est quoi le nom de la classe. Hein? Donc, ça va être ultimement le nom de la table. On peut penser à ça comme ça. Dans le diagramme de classe, par convention, le nom de la classe commence par une lettre majuscule. Comme ça, on sait que c'est une classe et qu'on ne se détrompe pas. Puis, en dessous de cette section-là, on va avoir une deuxième section où on va avoir une liste d'attributs, où on va avoir le nom des attributs, qui va être ultimement le nom des colonnes. Mais là, il n'y aura pas d'information concrète, ça va être le type de l'information. Donc, quelle information concrète est-ce que je peux mettre? C'est quoi la forme des informations concrètes que je peux mettre? Donc, dans ce cas-ci, ça serait le prénom, le nom de famille, ces deux chaînes de caractères, puis la date de naissance, ça serait une date. Élément historiquement intéressant, mais pas intéressant pour nous, le diagramme de classe est fait pour être capable de représenter des structures à l'intérieur de programmes informatiques. Okay? Donc, dans la généralité de tous les programmes informatiques, nous, on l'utilise dans un sous-ensemble de ça qui est les bases de données. Là. Fait qu'il y a certains éléments que nous, on ne verra pas. Un des éléments que nous, on ne verra pas, c'est le principe que quand on travaille avec des classes et ultimement des objets, habituellement, il y a deux éléments que la classe et les objets vont retenir. Donc, il y a une partie qui va être les attributs, les données qui viennent avec un objet spécifique. Puis, il va y avoir une deuxième catégorie qui va être ce qu'on appelle les opérations, les comportements ou les méthodes. Donc, en fait, ce principe-là, où c'est que des objets ont deux facettes, une facette de données puis une facette de comportement,
c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé. Quand on travaille avec les data frames de Pandas, OK? C'est en fait des objets au sens informatique du terme. Puis, si on y pense, dans un data frame, il y a des données. Hein? Donc, ça, je suis pas mal certain qu'on peut comprendre cette prémisse-là. Là. Tu rouvres le data frame, tu peux aller sélectionner une colonne, il y a des données. Tu peux aller sélectionner des lignes, il y a des données. Dans le data frame, il y a des données. Mais dans le data frame, il y a aussi la possibilité d'invoquer des comportements, hein, d'invoquer des actions qui me permettent de calculer des choses, hein, de faire les regroupements, de faire la moyenne, de faire le maximum, le minimum, d'être capable d'activer quelque chose, de dire « fais un calcul, puis donne-moi un résultat par rapport à ça ». Donc, quand on travaille avec des objets en informatique, c'est des données et des comportements qui vivent conjointement à l'intérieur d'une seule structure. C'est ce qu'on a vu avec les data frames. Quand nous, on va travailler dans des bases de données, on n'a pas le principe de comportement. On va juste avoir des données. Fait que nous, quand on va regarder dans nos diapos, là, parce que c'est des diapos juste de diagrammes de classe généralisés, là, on va avoir le nom de la classe, on va avoir les attributs, puis il pourrait avoir des opérations, mais nous, on va juste skipper ça, puis juste se concentrer sur les attributs qui vont ultimement devenir nos colonnes de nos tables. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dans mes attributs? OK? Parce qu'il y a une syntaxe spécifique qui nous permet d'avoir différentes options. Donc, pour être capable de comprendre la syntaxe, on va aller regarder la documentation de la syntaxe qui ressemble à ça ici. Donc, on avait jasé quand on avait vu le select, là, hein, que c'est important de comprendre aussi la documentation, d'être capable de comprendre comment la documentation est écrite pour être capable de la lire. Là. Hein, quand on a vu select avec les crochets qui représentaient des éléments facultatifs, puis les 3 petits points qui permettaient de dire qu'on répétait un différent élément. Ça ici, c'est une alternative à une description de syntaxe écrite. Donc, à la place d'avoir un paquet d'affaires en crochet carré puis des 3 petits points, ça l'utilise un schéma qui me permet de suivre puis de voir c'est quoi les options possibles de la syntaxe. Puis, c'est quand même c'est beaucoup utilisé. Là. Donc, admettons ici, si je vous donne un petit exemple, donnez-moi un petit instant, on va aller chercher... On va aller ici, juste pour qu'on puisse voir la page. Fait que si je suis dans la documentation de la commande select, mais je suis juste dans une autre base de données, dans une autre SGBD. Tu sais, nous autres, on a utilisé Postgres. Il y a aussi Oracle Database qui existe. Fait que si on regarde sa documentation, juste pour voir c'est quoi la distinction, si on regarde comment est-ce que lui, il explique comment le select fonctionne, lui, il n'utilise pas une version textuelle d'une représentation de syntaxe, il utilise un schéma pour représenter la syntaxe possible du select. C'est un peu le même principe, là. Okay? Donc, il y a des éléments facultatifs, il y a des éléments répétés. C'est juste qu'à la place de l'avoir écrit avec des guillemets, on a, il faut que je passe du début, puis il faut que je me rende à la fin pour être capable d'avoir une commande fonctionnelle. Puis là, la prémisse, c'est que tous les chemins possibles, c'est toutes des syntaxes possibles. Fait que si je regarde, il faut que je parte d'ici, puis là, ici, soit que je fais rien, ou soit que j'écris un subquery factoring cause. Fait que qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que cette affaire-là, c'est facultatif. Hein? Parce que je peux passer à côté, ou sinon, je peux aller le faire. Puis après ça, j'ai le mot-clé select. OK? Ça, on est habitué à ça. Ensuite, éléments facultatifs, mais des éléments facultatifs, je peux voir que j'ai le distinct qui est disponible, hein, qui est une option qu'on a vue qui était facultative. Puis là, je peux aller voir, j'ai un select list. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi les select lists. Fait qu'un peu comme l'autre, c'est des éléments qui sont décrits plus bas. Fait que là, je peux aller voir un select list, comment ça fonctionne. OK, je clique dessus, puis là, ça me donne quoi? Un autre schéma.
Donc, le select list, comment ça marche? Bien là, je peux aller ici, puis là, si je fais le chemin pour aller voir qu'est-ce que nous, on connaît, je peux aller voir un query name ou un nom d'une table ou puis là, je peux aller voir dans les autres sous-éléments pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais on peut comme voir comment ça fonctionne. Après ça, hein, une fois que j'ai fait le select list, je continue dans l'autre ligne. Une fois que j'ai les colonnes que je veux, qu'est-ce que j'ai? J'ai un from. Puis si j'ai un from, bien là, je peux avoir soit une table, je peux avoir soit une jointure, OK? Puis là, après ça, je continue. J'ai la possibilité d'avoir un having, j'ai la possibilité d'avoir tous les éléments, OK, qui continuent comme ça pour être capable d'avoir le select au complet que nous, on a vu. C'est juste d'une autre manière de représenter les éléments facultatifs, les éléments répétitifs. Fait qu'il faut être capable de lire ça aussi. Fait que regardons, qu'est-ce que ça implique d'écrire des attributs dans un diagramme de classe UML. Fait que si je regarde, c'est quoi le minimum viable? Bien, j'ai facultatif, facultatif, le nom, facultatif, 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 facultatif. Fait qu'ultimement, j'ai juste besoin du nom de l'attribut. C'est ça le minimum viable. Donc, nous autres, on va voir qu'on va essayer de, au moins minimalement aussi, avoir un type, là, parce que sinon, ça va être plus difficile quand on va être rendu à la base de données, mais dans la norme UML, juste le nom, c'est valide. Fait que là, on va aller voir chacun des éléments facultatifs, qu'est-ce que ça implique, puis pourquoi est-ce que je voudrais l'utiliser. Fait qu'on va les passer un après l'autre. Fait que si on regarde, le premier, c'est la visibilité. Celui-là, on n'a pas besoin de trop s'en faire parce que c'est un concept qui vient seulement travailler quand on a un programme informatique. Donc, ça travaille avec est-ce que j'ai le droit d'accéder à la fonction à partir de d'autres parties du programme. Nous autres, ce n'est pas quelque chose qui va avoir un impact ou qui peut être implémenté au niveau de la base de données, là. Fait que ce n'est pas quelque chose qu'on va représenter. Encore une fois, quand vous allez faire votre deuxième diplôme, vous allez avoir un cours complet, vous allez revoir ça, vous allez avoir plus de cours de programmation, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais tu as différentes visibilités où c'est que tu as différents symboles possibles qui représentent différents niveaux d'accès possibles. Okay? C'est de la sécurité à l'intérieur de l'environnement de programmation. Le premier qui est intéressant, par contre, c'est le slash. Donc, premièrement, qu'est-ce qui est dans la manière de lire les choses ici, si c'est à l'intérieur d'une bulle, c'est que c'est à écrire textuellement. Hein? Puis si c'est à l'intérieur d'un carré, d'un rectangle, c'est une représentation de quelque chose d'autre. Il faut que tu ailles voir la documentation. Il ne faut pas que tu marques name, N-A-M-E. Il faut que tu écrives le nom de ce que tu veux. C'est représentatif de quelque chose d'autre. Mais si c'est dans un cercle, c'est littéralement ce symbole-là que je veux utiliser. Donc, on a la possibilité, avant le name, de mettre un slash. Donc, le principe du slash, ça va être pour indiquer une valeur dérivée. Donc, une valeur dérivée, ce que ça implique, c'est que c'est une valeur que je veux savoir, c'est une valeur que je veux avoir accès, mais cette information-là va être calculée de quelque part d'autre. Je n'ai pas besoin de sauvegarder une vraie valeur pour cette information-là. L'exemple typique, c'est l'âge de quelqu'un. OK? Fait que si dans ma base de données, j'ai la date de naissance, je n'ai pas besoin d'avoir une deuxième colonne, une deuxième donnée sauvegardée pour l'âge. Hein? Parce que j'ai déjà la date de naissance. Je peux, à chaque fois que j'ai besoin de cette information-là, faire un calcul pour être capable d'avoir l'information. Non seulement ça, mais on va voir, quand on va travailler plus dans le deuxième niveau relationnel puis physique, là, qu'on va avoir des règles de bon sens pour essayer d'augmenter l'efficacité de ma base de données, puis que d'avoir une colonne d'informations qui est dynamique avec le temps, ça peut être problématique, là. Hein, parce que si je rentre dans ma colonne mon âge, OK, puis je rentre 35, là, puis je laisse ça là, bien, l'année prochaine, cette information-là est plus bonne, là. Donc, d'avoir des informations qui sont statiques, c'est privilégié. Puis si j'ai besoin d'informations ponctuelles par rapport au temps, justement, ça va être des informations dérivées, comme l'âge.
Fait que pour représenter ça, je peux, dans mes attributs, mettre un slash au début de mon élément. J'ai ensuite le nom de l'attribut. Donc, dans la convention des choses, on va utiliser le camel case, un peu comme les noms de variables. Donc, de commencer avec une lettre minuscule, puis si on a besoin de changer de mot, d'utiliser une lettre majuscule pour représenter le changement de différents mots. On a ensuite cela que nous, on va vouloir avoir, même si c'est facultatif dans la norme, là, nous autres, on va se dire que c'est pas mal le minimum viable pour avoir une bonne base de données. Ça va être le type de données. Donc, quand on parle de type, on parle de type informatique, comme on a vu en Python. Donc, reprendre les mêmes genres de différents types, les strings, les boolean, les integers, les floats, pour être capable de représenter les types de base qui sont disponibles à mettre ultimement dans nos colonnes de table. Ça va bien. Il existe des types spéciaux dans des cas privilégiés. Donc, on a celui-là qui peut être intéressant pour nous puis qui va être disponible dans les bases de données. Ça va être ce qu'on appelle une énumération. Donc, quand j'ai une série de valeurs possibles, mais que ça ne ferait pas de sens nécessairement d'avoir juste une chaîne de caractères. Mettons, j'ai les saisons. Hein? J'ai 4 saisons. J'ai printemps, été, automne, hiver. Comment est-ce que je fais pour avoir un type de données qui représente ça? Bien, je pourrais mettre une chaîne de caractères, mais là, la problématique, c'est que si je ne fais pas attention, je pourrais mettre une autre valeur qui n'est pas une de ces 4 valeurs-là, qui briserait la cohérence, qui briserait l'intégrité de mes données. Donc, on est capable de faire une liste de valeurs, possibles qui devient une énumération, qui devient comme une espèce de mini-type, où c'est que je peux utiliser cet élément-là comme si c'était un type en disant c'est juste ces termes-là qui sont disponibles. On a ensuite un nouveau concept qui va revenir souvent dans la conception, qui est le principe de multiplicité ou de cardinalité. Donc, quand on va travailler là-dessus, ça va être de savoir, ça se peut que j'en aie plusieurs, puis ça va être quoi le nombre d'éléments possibles de cette valeur-là. J'avais une question? En fait, c'était concernant l'autre d'avant, pour ce qui est des types à ton énumération. Là. Si tu as plusieurs choses à énumérer, c'est juste sur la façon de faire écrire, exemple, sur marquer type, ça va référer à ce carré-là, mais ça va référer à ce qui est dans qui est dans ce carré-là. Fait que le principe, c'est que tu définis l'énumération dans sa propre boîte à côté. Okay. Puis après ça, quand tu vas vouloir écrire le type, ben, tu mettrais academic degree comme type. OK. Fait que là, c'est... Puis là, ça veut dire que c'est un de ces 3 choix-là. All right. Donc, la multiplicité, ou aussi appelée la cardinalité, dépendamment de quel texte, quel ouvrage tu utilises, c'est le principe d'avoir plusieurs fois ou plusieurs liens ou avoir une répétition de quelque chose. On peut le voir un peu comme une liste, un tableau d'éléments. Donc, quand on veut représenter la possibilité qu'un élément peut apparaître plus d'une fois, on va avoir le principe de multiplicité. Là, ici, il faut faire attention, on est dans le modèle conceptuel. Hein? On n'a pas de limitation technique. Donc, d'être capable de faire ça dans une base de données, ça l'engendre des problèmes. Mais ces problèmes-là, ça va être à nous d'y penser quand on va faire notre traduction à notre schéma relationnel. Okay? Donc, quand on parle de ça, on ne peut pas faire une pensée à la base de données qui est de même, là, parce qu'on ne peut pas l'avoir directement. Il va y avoir des méthodes pour contourner ça ici. Là. Mais c'est si à l'intérieur d'un des attributs, je vais être capable de dire, admettons ici, j'ai une personne, fait qu'il y a un prénom, il y a un nom de famille, puis je vais être capable de dire, bien, ces adresses, ça se peut qu'il y en ait plus qu'une. Donc, j'ai une adresse qui est un string, puis là, après ça, je vais utiliser, dans ce cas-ci, des crochets carrés pour représenter comme des bornes possibles. Puis, comment je représente la multiplicité, ça va être toujours un nombre minimum, 2 points,
un nombre maximum. Fait que si, admettons, je voudrais dire que la personne a le droit d'avoir une ou deux adresses, bien, ça serait entre crochet carré 1, 2.2.2. Si on ne veut pas avoir de borne supérieure spécifique, puis juste dire, il peut en avoir une infinité possible, j'utilise l'étoile pour représenter l'infinité positive. Donc ici, dans notre exemple, on dit dans l'adresse, j'en ai au moins une, mais il peut en avoir autant qu'il y en aurait besoin de mettre. Okay? Donc il n'y a pas de limite au nombre d'adresses qui est relié à une personne. On a un cas aussi spécial où quand j'ai de 0 à étoile, donc ça se peut qu'il n'y en ait pas, puis ça se peut qu'il y en ait une infinité, hein, donc tout le gamut est bon. À place de écrire 0, 2.2. Étoile, on a un raccourci syntaxique où c'est que si j'écris juste étoile tout seul, pas de 2 points, c'est la même chose que si j'avais écrit 0, 2.2. Étoile. Donc, c'est juste un raccourci syntaxique pour ne pas avoir à écrire plein de choses. On sait qu'en tant qu'être humain, on est très lâche, puis on ne veut pas avoir à réécrire plein de choses plusieurs fois, fait qu'on se donne des petits raccourcis. Fait qu'on peut voir ici la manière d'écrire la cardinalité. Hein. On a un crochet carré, on a un minimum, on a un 2 points, on a un maximum, ou on peut spécifier l'étoile pour dire que c'est l'infini positif. Si on cherche l'infini négatif, on fait l'inverse. Bien, il n'y a pas de l'infini négatif, parce que quand on parle de données, on peut dire il n'y a pas de données, il y en a 0, ou on peut mettre autant de données qu'on veut. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de... ça ne va pas dans l'autre sens. Comme tu parlais sur ta ligne adresse, admettons, si tu as plus qu'une adresse, ça va-tu juste créer comme dans la fiche de la personne juste une autre ligne, ou ça va-tu créer comme un code adresse 2, adresse 3, adresse 4, adresse 5, ou ça va juste comme ajouter, caser, Excellente question. La prémisse, c'est que ça dépend de l'implémentation de où c'est que tu utilises le diagramme de classe. OK? Donc, ultimement, si, mettons, nous, on pense à qu'est-ce que nous, on va faire là, avec des bases de données, ça créerait une autre table. Où c'est que tu aurais le numéro, mettons, de la personne, puis là, ça serait comme l'adresse 1 qui serait cette adresse-là, l'adresse 2 qui serait cette adresse-là, l'adresse 3 qui serait cette adresse-là. Comme j'ai dit, le but du diagramme conceptuel, c'est de justement pas avoir à se poser cette question-là, puis de dire que moi, là, je suis en train de penser au problème, déjà là, c'est assez difficile, puis après, je vais avoir un set de règles que si je vois ça, je vais pouvoir faire telle chose, créer une nouvelle table, faire le lien, de blablabla, pour être capable de gérer ça. On est capable d'avoir des valeurs par défaut. Donc, si, quand je crée une instance de cette classe-là, quand je vais vouloir rajouter dans ma table une ligne à cette table-là, si je ne fournis pas cette information-là, je peux dire, bien, mets cette valeur-là à la place par défaut. Okay? Donc, on peut avoir ici le égal suivi d'un texte pour être capable de représenter ça. Donc là, ici, j'aimerais faire une attention particulière sur les exemples qu'on donne. C'est des exemples pour démontrer la syntaxe. Ce n'est pas des exemples pour démontrer la qualité de la conception. Okay? Parce que pour une personne, premièrement, d'avoir un mot de passe par défaut, ce n'est pas une bonne idée. Puis, deuxièmement, d'avoir un mot de passe qui est PW123, c'est doublement pas une bonne idée. Okay? Donc, c'est juste pour démontrer comment ça fonctionne. Ce n'est pas pour quantifier la qualité de la conception ici. Donc, on a le principe de valeur par défaut. Dernier élément possible, on va avoir une liste de propriétés. Donc, déjà là, on peut aller voir quelque chose d'intéressant dans la manière que c'est écrit. Hein? Ça commence avec des accolades, on a une propriété, mais on peut revenir avec une virgule, mettre une autre propriété, revenir une autre virgule, mettre une autre propriété. Donc, ça ici, ce que ça représente, c'est une répétition possible. Okay? Donc, on va avoir des propriétés, puis on va pouvoir avoir plusieurs propriétés. Donc, ça, c'est des caractéristiques additionnelles que je veux imposer sur cet attribut-là. Donc, par défaut, il y en a qui sont déjà actives si je ne marque rien. Là. Donc, par défaut, c'est non unique
unordered. Donc, c'est pas en ordre, puis c'est pas unique, qui est le standard quand on veut sauvegarder une collection. Mais on peut être capable de spécifier qu'on veut que toutes ces valeurs-là soient uniques ou que quand on les sauvegarde, je veux qu'ils soient ordonnés. Okay? Comme ça, ils restent toujours dans un ordre précis. On a le read-only, mais nous, ça ne nous touchera pas. C'est plus dans la partie de programmation derrière. Fait qu'en fait, quand on parlait de nos différents sets, nos listes, hein, en fait, c'est des données qui sont ordonnées, hein, ils ont un ordre précis, et qui sont non uniques. Hein, parce qu'on peut avoir des doublons, on peut avoir 2 fois la même valeur dans la liste, ce n'est pas un problème. Si on avait vu le set rapidement, là, lui, c'est le même principe, c'est, par exemple, c'est des valeurs uniques, puis lui, il va automatiquement avoir son propre ordre interne que nous, on n'a pas accès, là. Fait qu'ils sont non ordonnés. On peut juste savoir est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. J'en rajoute. Le restant est opaque. Oui? Un set, c'est une liste où on n'a pas de doublons. Fait que d'où le unique à l'intérieur. Fait que, un exemple d'utilisation de set, là, si, admettons, genre, j'ai un paquet de différents fichiers où j'ai des numéros de téléphone. Okay? Puis je vais être capable d'appeler tout le monde sur ces numéros de téléphone-là, mais ça se peut qu'il y ait des doublons à l'intérieur de mes différentes listes. Je ne veux pas juste mettre une méga liste que ça se peut que j'appelle 3 fois la même personne. Je peux utiliser un autre type de collection qui est le set, où c'est que quand je les mets dedans, les valeurs, quand j'essaie de rajouter une valeur déjà existante, ça ne fait juste rien. Exact. Y a-t-il un ordre, mettons, d'exécution, on pourrait dire, mettons comme sorted, unsorted, après ça, t'as unique, Bien, il y a des paires qui travaillent ensemble. Tu sais, comme le unique, non-unique, c'est comme un ou l'autre. Ils sont mutuellement exclusifs. Puis le ordered, unordered aussi sont ensemble. Non, c'est ça. L'ordre n'a pas d'importance. Parfait. Donc, après ça, on a la liste pour les opérations. Donc, nous autres, on va juste skipper ça. On n'a pas d'opération dans nos éléments. Ultimement, quand on fait des programmes, ces différents diagrammes-là, c'est un peu un template. Là, puis c'est comme ça, nous autres aussi, qu'on va l'utiliser. Ultimement, on va être capable de dériver du code, des instructions de ce qu'on a écrit. Là, ici, il y a des exemples en programmation, là, mais nous autres, on va voir comment le faire plus tard avec des instructions SQL pour être capable de créer des tables. Encore une fois, un petit rappel, quand on travaille avec les diagrammes, c'est un outil de communication, fait qu'il y a comme différentes formes qu'on peut apprécier dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin de communiquer. Fait que quand on parle, une fois que c'est comme tout fait quelque part, là, on peut avoir comme des sous-diagrammes qui ont juste le nom de la classe, quand je vais vouloir démontrer juste les associations ou juste avoir les noms pour être capable de visuellement pas avoir plein d'informations. Ou sinon, bien, on peut y avoir toutes les informations avec toutes les différentes options possibles pour être capable d'avoir le plus d'informations puis le plus de descriptions qu'on pourrait avoir besoin. Fait que ça, c'était comment créer la syntaxe des diagrammes de classe pour créer la boîte. On va aller prendre une petite pause, puis en revenant de la pause, on va aller regarder comment relier les boîtes ensemble avec des associations. Fait qu'on revient à E35 pour aller regarder les associations. Donc, on est en train de regarder les diagrammes de classe dans le but ultime de construire, de schématiser, de designer des bases de données. Hein? Les diagrammes de classe, c'est notre première étape où on va comme formaliser un problème en s'attaquant aux données seulement du problème et pas aux considérations techniques. C'est notre première étape de 3, où c'est qu'on a le modèle conceptuel, un modèle relationnel, puis un modèle physique, hein, qui va être les instructions SQL. Fait que, premier modèle conceptuel, c'est le diagramme de classe. Après ça, on va pouvoir le traduire pour prendre en considération les limitations techniques des bases de données dans un autre schéma.
Puis après ça, ce schéma-là va pouvoir être transformé en instruction SQL de création de table. Donc, on venait tout juste de voir le principe des classes elles-mêmes, un nom de classe, des attributs, des types, des options autour. Là, on va aller voir dans les différentes, les interactions entre ces différentes classes-là. Donc, on va ici avoir une représentation, encore une fois, on va revenir à notre diagramme d'objet pour voir dans la réalité là, de comment est-ce que ça fonctionne, les différentes relations. Donc, le principe ici, c'est qu'on a en ce moment deux diagrammes. Là. On a séparé par une ligne ici. Là. Donc, en dessous, on a un diagramme d'objet, un diagramme d'enregistrement, un diagramme d'éléments concrets. Là. Donc, ici, on a encore une fois juste la partie sans les attributs pour être capable de mieux représenter les choses. Puis, on a des liens, des lignes, qui vont me permettre de représenter des associations entre les éléments. Donc ici, on a une université quelconque, où c'est qu'on a différents professeurs, on a différents étudiants, puis il va y avoir un lien entre les professeurs, ça peut être leurs enseignants, ça peut être leur directeur de recherche, ça peut être n'importe quel type de lien en ce moment-là, c'est pas spécifié. Mais le prémisse, c'est que un professeur peut avoir des liens avec une multiplicité d'étudiants, un étudiant peut avoir un lien avec un professeur, peut avoir un lien avec plusieurs professeurs, peut avoir un lien avec aucun professeur, puisqu'il vient de s'inscrire, il n'y a pas encore de cours, il n'y a pas encore de directeur de recherche, des choses comme ça. Donc, on voit ici qu'il y a différentes possibilités quand on regarde les liens réels des données. Fait que là, nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut conceptualiser ça. On veut avoir une version généralisée des possibilités. Donc, on va travailler au niveau du diagramme de classe pour être capable de représenter des associations entre différentes classes. Puis, on va avoir une syntaxe propre qui va nous permettre de représenter toutes ces possibilités-là, okay, avec des symboles, avec une légende connue. Fait que la représentation de le professeur peut avoir plusieurs étudiants, l'étudiant peut avoir un ou plusieurs professeurs, ça va être représenté de cette manière-là. On va aller regarder un peu c'est quoi les termes, puis c'est quoi les éléments qu'il y a autour, puis après ça, on va aller regarder la définition de chacun de ces termes-là. Okay? Donc, on va avoir le principe d'une association binaire, donc entre deux classes, binaire 2. Là. Donc, à l'intérieur de cette association, donc, on va avoir un trait ferme, puis là, on va avoir plein d'options autour de ce trait-là. Donc, on va aller regarder c'est quoi les options possibles. La première, c'est sur le trait lui-même. On va pouvoir aller représenter ce qu'on appelle la navigabilité. Donc, on va avoir d'un bord la possibilité d'avoir une flèche qui est ouverte, puis de l'autre bord, d'avoir un petit X directement sur la ligne qui va me représenter comme la direction de l'information. On va aller voir dans un instant qu'est-ce que ça implique, cette affaire-là. Là, on fait juste définir les termes, puis où se présentent ces termes-là. Donc, on a le premier qui est la navigabilité, ça se passe directement sur le lien. Le deuxième élément, on va avoir le nom de l'association elle-même. Donc, en gros, qu'est-ce que représente ce lien-là? Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement clair, puis on veut rajouter le nom de l'association. Ce n'est pas nécessaire, c'est juste un nice to have. Fait qu'on peut voir ici que le professeur donne des cours pour des étudiants. Puis, on a aussi le sens de lecture qui peut être ajouté au cas où que ce n'est pas clair. Okay? Parce que là, ça va bien, on a une association binaire, tu lis de gauche à droite, mais là, quand on a une douzaine de différentes classes, le lien, il ne va pas nécessairement tout le temps aller de gauche à droite. Là, ça se peut qu'il aille par là, puis par là, puis par là, puis d'avoir une petite flèche qui dit, bien, lis-les dans ce sens-là, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, ces éléments-là, c'est des éléments qui sont facultatifs. Si c'est évident un peu avec juste le lien, tu n'es pas obligé de mettre le nom de l'association ou le sens de lecture. On va avoir aussi la multiplicité de deux bords. Okay? Donc, à côté des traits, on va avoir la multiplicité. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là, tantôt avec des bornes de minimum, maximum?
ça va être disponible aussi quand on va parler des associations. Donc, c'est des nombres qui sont de chaque bord de l'association. On va aller voir qu'est-ce que ça implique tantôt. Puis, on va avoir un dernier élément possible qui va être, bon, la visibilité. Ça va être la même chose que pour les attributs. C'est juste pour les programmes informatiques. Fait que nous autres, on n'a pas besoin d'aller regarder cet élément-là. Mais on va voir qu'on va avoir le principe d'un rôle qui va me permettre de décrire c'est quoi le rôle de cet élément-là dans l'association. On va aller voir des exemples où c'est que c'est utile. Encore une fois, c'est tous les éléments nommés là, avec du texte. C'est des éléments qui sont facultatifs pour clarifier une situation qui peut être ambiguë. On va aller regarder chacun de ces éléments-là. Qu'est-ce que ça implique dans les différents symboles, puis dans les tables ultimes. Donc, le premier, ça va être la navigabilité. Donc, on a deux navigabilités possibles. On a une navigabilité qui est unidirectionnelle, donc qui va juste dans un sens. Donc, ça ne va pas dans l'autre sens. Je peux aller de A vers B, mais pas de B vers A. Ou sinon, j'ai une navigabilité bidirectionnelle. Donc, le A va vers B, puis B va vers A. Ici, il y a une prémisse encore du moindre effort qui va prédominer. Donc, on peut représenter la bidirectionnalité avec des deux flèches de chaque bord ou avec pas de flèche pantoute. Fait qu'on va juste toujours utiliser pas de flèche pantoute parce que ça nous fait moins de choses à écrire. Puis, pour la navigabilité unidirectionnelle, on peut le représenter pour bien dire que ça ne passe pas d'un bord et que ça passe juste de l'autre. Mais c'est la même chose d'écrire que ça passe juste dans ce sens-là. Je n'ai pas besoin de mettre le petit X. OK? Fait que si je n'ai pas besoin de le mettre, bien, ça fait moins de choses à écrire. Fait que vous allez voir qu'on va juste représenter des choses avec une flèche ouverte d'un bord. C'est donc implicite qu'il y aurait comme un petit X, que ça va juste dans un sens. Qu'est-ce que ça implique quand on travaille avec la navigabilité? Ça va être comment est-ce que je vais faire référence aux informations d'un bord ou de l'autre. Donc, on peut penser à nos exemples qu'on a vus, où c'est que, mettons, j'avais une table de clients, où c'est que j'avais les informations de chacun de mes clients, le nom du client, le numéro de téléphone, et ainsi de suite. Puis là, j'avais une table de factures. Dans la facture, j'avais le montant, j'avais les items, puis j'avais le numéro de client qui a eu cette facture-là. Fait que là, si on reprend puis on reconceptualise ça, j'ai des clients, j'ai des factures, puis il y a un lien qui relie les deux. C'est quel type de lien qui est représenté ici? Bien, la prémisse, c'est que si je pars des factures, j'ai le numéro de client, je peux faire référence au bon client. Mais dans les clients, je n'aurai pas les numéros de facture parce qu'il y en aurait plein pour le même client. Ça faudrait plusieurs colonnes, ça ne fitterait pas. Tu sais. Fait que des clients, je ne peux pas directement aller savoir les factures. Donc, dans ce cas-ci, c'est unidirectionnel. Je peux juste partir de mes factures puis aller voir mes clients, mais je ne peux pas aller voir les clients puis aller voir les factures. Puis, en fait, ce qu'on va voir, c'est que la bidirectionnalité, ce n'est pas quelque chose qui est facile quand on travaille avec des tables relationnelles. On va voir que c'est pour ça qu'on a une étape intermédiaire, où c'est qu'on transforme des choses, où c'est qu'on va prendre des solutions faciles, conceptuelles, puis construire des solutions un petit peu plus complexes quand on arrive avec les limitations de la réalité des bases de données. Fait que quand on représente ça, on peut représenter la navigabilité avec la petite flèche ou pas de petite flèche. Un élément intéressant à faire attention, quand on est en train de construire notre diagramme de classe, des fois, on pourrait ne pas porter attention puis aller écrire des choses comme ça, là, où je dis, bon, ben j'ai des étudiants, puis là, j'aimerais ça dire, ben mon étudiant a une liste d'enseignants pour ses cours. Fait que je dis, ben c'est des enseignants, puis j'en ai de 0 à l'infinité, puisque ça se peut qu'il n'y en ait pas, ça se peut qu'il y en ait plusieurs. La prémisse ici, c'est que je peux représenter cette partie-là de la même manière avec une association.
OK? Donc, le principe de l'association, ça va être que ultimement, on va rajouter des informations. L'association, c'est comme rajouter une colonne pour faire le lien ultimement avec les bases de données. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir dans nos attributs d'autres classes. Hein, parce que ça devrait être des liens à la place, ça devrait être des associations. C'est ça le but du diagramme, d'être capable de visualiser c'est quoi les associations. Fait que si tu n'utilises pas la méthode, c'est comme pourquoi tu es en train de faire un diagramme de classe. Fait que on a la prémisse de on a ici un étudiant qui est capable d'avoir un lien pour savoir c'est qui ses professeurs. Puis après ça, ben, le professeur, lui, il ne pourra pas nécessairement savoir c'est qui ses étudiants directement. Donc, dans la table professeur, je n'aurai pas la liste des étudiants. Parfait. Fait qu'on a la navigabilité avec ça. On a ensuite le principe de multiplicité. Donc, le principe de multiplicité, c'est de dire combien d'associations, combien de liens je suis capable de faire entre les objets de ces différentes classes-là. Donc, la prémisse, c'est ici, là, j'ai des étudiants qui ont plusieurs professeurs, puis les professeurs ont plusieurs étudiants, mais si, admettons, on voudrait représenter quelque chose d'autre, là, mettons que ce serait des directeurs de thèse. En tant qu'étudiant, tu as juste un directeur de thèse. Mais le directeur de thèse, lui, peut avoir plusieurs étudiants. Hein, donc, comment est-ce que je fais pour être capable de représenter cette modalité-là, cette possible différence-là? C'est là qu'on vient travailler avec la multiplicité. Donc, la multiplicité, c'est des bornes que je mets au bout des associations pour aller dire, quand je travaille avec un objet d'un bord, j'ai le droit d'avoir combien d'associations de l'autre bord. Donc, comment est-ce que je fais pour le lire, cette affaire-là? Je commence toujours d'un côté, puis là, je vais dire un de ceux-là. Fait qu'un enseignant est capable d'avoir un lien avec étoile. Fait qu'étoile, on se souvient que c'est de 0, 2 points, infini. Fait qu'un enseignant peut avoir de 0 à une infinité de devoirs qui est associé avec lui. Mais, si je la regarde dans l'autre sens, un devoir a un lien avec obligatoirement un enseignant. Donc, un devoir a été fait par un enseignant, mais l'enseignant peut avoir fait aucun devoir ou il peut avoir fait plusieurs devoirs. Hein, donc, on peut voir ici qu'on représente une situation réelle de relation avec ces cardinalités-là, avec ces multiplicités-là. Ouais. Lorsqu'on le lit de l'autre sens, ça ne veut pas dire plusieurs devoirs peuvent être attribués à un enseignant. Non, c'est ça. Comment on lit, puis ça, c'est une des affaires qui est importante de bien saisir, c'est on part toujours d'un bord, puis on dit toujours un de ceux-là. Là, on s'en va au bout, puis on lit a un lien avec ça de l'autre. Fait qu'un devoir a un lien avec un enseignant. Puis un enseignant a des liens avec plusieurs devoirs. Parfait. Fait que là, ici, on peut avoir différentes variations de ça. L'étoile, c'est de 0 à lui-même. Donc là, ici, on a l'exemple où un enseignant donne plusieurs cours et un cours est donné par plusieurs enseignants, mais au moins un. Puis là, ici, on a un autre élément où cette représentation-là, ici, conceptuelle, elle ne marche pas dans la réalité des bases de données. Il va falloir faire des stepettes, des transformations, des traductions pour être capable de représenter ça avec des lignes puis des colonnes physiques. Mais dans le conceptuel, on n'a pas besoin de se demander ça. On a un cas particulier où on a une association qu'on dit unaire, donc une association avec elle-même.
Habituellement, c'est des associations hiérarchiques. Donc, admettons, j'ai une table, on peut penser à une table où j'ai une table d'employés. OK? Puis, dans la table d'employés, je pourrais avoir une colonne qui représente c'est qui ton supérieur immédiat. Puis ton supérieur immédiat, c'est un autre employé. Hein? Fait que dans la colonne, ça va faire référence à une autre ligne dans la même table. Hein? Moi, je suis l'employé numéro 4, puis mon superviseur immédiat, c'est l'employé numéro 45. Bien, il est dans la même table que moi. Puis lui, bien, son supérieur immédiat, c'est l'employé 17. Lui, son supérieur immédiat. Puis à un moment donné, le boss, bien, lui, il n'aura juste pas de supérieur immédiat. T'sais. Fait qu'on est capable aussi de représenter ça avec un lien sur soi-même. Donc, on dit une association unaire parce qu'il y a juste une classe de l'association. Mais là, à ce moment-là, c'est intéressant, puis c'est important de dire c'est quoi, qui fait quoi là, dans cette association-là. Fait qu'on va pouvoir utiliser les rôles qui vont me permettre de dire, bien, d'un bord, c'est ça le rôle dans l'association, puis de l'autre bord, c'est ça le rôle dans l'association. Donc, ça me permet de quantifier puis d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai une relation avec soi-même ou une relation qui est ambiguë. Donc, dans ce cas-là, c'est différentes personnes dans une école, différents employés, tout le monde, tu sais, dans le système universitaire et quelque part dans le système, là, tu sais. Mais on a différents rôles, mais on a tous, tu sais, un numéro qui nous assigne notre identité. Fait qu'on est comme dans une grosse méga table. Fait que quand, mettons, on a un examen, bien, on a quelqu'un qui examine, puis il y a du monde qui sont examinés. Donc, on a cette relation-là qu'on peut représenter ici. Il y a certaines associations qui sont moins perçues, fait que je n'irai pas trop dans les détails. Fait qu'on va aller continuer ici avec les associations NR. Donc, les associations NR, la prémisse, c'est que c'est plus que binaire. Hein? Donc, l'association binaire, c'est cela pas mal standard qu'on va avoir la majorité du temps. Mais dans des cas particuliers, on peut avoir des associations NR. Donc, dans ce cas-ci, c'est une association tertiaire, parce qu'il y en a 3, puis 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Fait que ce qu'on dit, c'est qu'il y a un lien entre ces 3 éléments-là. Hein? Donc, j'ai un enseignant, j'ai un étudiant, puis j'ai des examens, puis ils ont un lien, où c'est que un étudiant va faire un examen qui est relié à un enseignant. T'sais. Comment est-ce qu'on fait pour lire les différentes multiplicités dans ce cas-là? On va toujours prendre 2 des 3, puis dire un de chacun de ceux-là. Fait que je peux dire un étudiant avec un examen est relié à de 0 à 1 enseignant. Puis un enseignant qui a un examen est relié à plusieurs étudiants. Hein? Donc, moi qui donne l'intra, je le donne à vous tous. Mais vous qui faites l'intra va juste vers moi. Mais vous qui sont dans mon cours, donc un étudiant, un enseignant, peut avoir plusieurs examens, l'intra, le final. Ouais. Ça veut dire que quand on fait ça, on ne peut pas illustrer qu'un étudiant peut avoir plusieurs enseignants? On ne peut pas illustrer que pour un étudiant et un examen, il y aurait plusieurs enseignants qui seraient assignés à cette situation-là. Mais puisque c'est un examen spécifique, cet examen-là peut faire partie d'un autre enseignant. Fait que c'est... En ce moment, ça représente bien comme qu'est-ce que vous vivez dans le... Même que je ne mettrais pas de 0 ici, là, ce serait juste 1. Est-ce que c'est... Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour montrer qu'un étudiant va avoir plusieurs enseignants, il faut une autre relation? Oui, exact. Là, ici, on est en train de montrer comme le trio de examen étudiant-enseignant. Il pourrait avoir un autre lien ici, juste entre enseignant et étudiant, que là, ça pourrait dire étoile, étoile. Tu sais.
dans ton diagramme, là, dans le fond, là, c'est le student exam, mettons que c'est pas ça les deux noms, là, mais c'est juste que, mettons, dans la classe de student, il n'y a pas de lien avec la classe exam. Oui, c'est possible. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est ce que je viens de dire. Les deux s'en vont sur le 1. On a un autre cas spécial quand le fait d'établir une relation ou une association entre deux objets d'une classe, quand ça génère une information additionnelle. OK? Fait que si on reprend notre exemple, là, on a des étudiants, on a des examens, on a des enseignants. Mais quand on a un trio de ces trois éléments-là spécifiques, là, donc un étudiant, un prof ou un cours, puis un examen, il y a une note qui est rattachée à ça. Mais le principe, c'est que la note, ça ne peut pas aller dans la table, dans la classe de l'étudiant. Parce que, ben, il y a un paquet de notes là, qui va dépendre de l'examen puis de l'enseignant auquel il fait. Ça ne peut pas aller dans la table de l'examen parce que l'examen, il n'y a pas une note pour tout l'examen spécifique. C'est une note par étudiant, par enseignant. Puis il ne peut pas aller dans l'enseignant parce que l'enseignant fait plusieurs examens, il y a plusieurs étudiants. Donc, c'est vraiment le mélange de ce trio-là qui fait comme, OK, ben dérivé de ça, j'ai une information additionnelle rattachée. J'ai une information qui se rattache à l'association de ces éléments-là. Donc, quand j'ai un attribut, quand j'ai une information qui est dérivée d'une association d'une relation, je peux avoir ce qu'on appelle une classe d'association. Okay? Donc, ici, j'ai un exemple binaire. Là. J'ai un étudiant, puis l'étudiant va s'inscrire à un programme d'études. Mais la prémisse, c'est que, bon, le programme d'études, il peut avoir plusieurs étudiants. Ça fait du sens. Puis l'étudiant peut s'inscrire ou peut avoir été inscrit à plusieurs programmes d'études. Hein? Si tu changes de programme, si, comme on a dit, après votre diplôme ici, vous allez évidemment faire génie logiciel et sciences informatiques. Hein? Vous allez avoir une deuxième inscription. Fait que quand vous faites votre inscription, vous allez avoir une date d'inscription, une cote, un nombre de crédits accumulés. Donc, il y a plein d'informations qui est dérivée de vous et de votre inscription à un diplôme spécifique. Mais là, ça ne peut pas aller sur vous parce que ça se peut que vous ayez plusieurs fois ces informations-là. Ça ne peut pas aller sur le programme d'études parce qu'il y a plein d'étudiants qui ont ce programme d'études-là. Fait que c'est une information qui est dérivée de l'association des deux. Donc, on a ici une classe d'association qui est représentée par un lien pointillé directement à partir de l'association, qui est une nouvelle classe avec les informations dérivées à l'intérieur, qui va ultimement devenir une nouvelle table avec des liens spéciaux, et ainsi de suite. Donc, les classes d'association... Oui, pardon? Ouais, juste une petite question, dans le fond, à grade, là, parce que tu as ta jonction entre student et Ouais. lecturer, dans le fond, le dérivé, c'est une représentation, on pourrait dire que il n'y a pas deux fois grade, il y a juste une fois grade. Effectivement. Là. OK. C'est que c'est une classe grade dans laquelle le seul attribut, c'est la donnée grade. OK. Fait que, aussitôt que tu auras une jonction de même, tu n'auras pas le choix d'avoir un dérivé. Exact. OK. Bien, s'il y a des éléments qui sont générés, là, ça se peut qu'il y ait juste ces trois éléments-là, puis qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas rien qui est généré de là. Les classes d'association vont être utilisées quand on va avoir une situation spéciale, puis on a des multiplicités plus grandes que 1 des deux bords d'une association. OK? Parce que, bon, là, fait qu'on a le même exemple de tantôt, un exemple similaire, on a des compagnies. Les compagnies ont plusieurs personnes ou y emploient plusieurs personnes. La personne peut être employée par plusieurs compagnies en même temps. OK? C'est un contractuel.
Fait que quand on a un lien entre une personne et une compagnie, ça génère un contrat. OK? Qui va avoir un salaire, un temps de délai, une date d'embauche, et ainsi de suite. Bien, si je change le concept, hein, si je change le design, puis je dis une personne a juste le droit d'être associée à une compagnie à la fois, mais là, je n'ai plus besoin de table d'association. Pourquoi? Parce que l'information du contrat, je peux juste aller la mettre dans la table de la personne parce qu'il va juste avoir une. C'est une série de ces informations-là, parce que je peux juste être relié à une compagnie. Donc, les classes d'association, ça va être quand on va avoir les deux bords des éléments plus grands que 1. Parfait. Là, il y a des distinctions qu'on a vues tantôt. Ouais. Excuse-moi. Pas trop. Ces liens-là, comme tu présentes, là, il y en a, mettons, compagnie à multiplicité, puis compagnie à 1. Dans le fond, c'est modifiable, mettons, sur l'évolution du projet, mettons. Comme, mettons, on pourrait-tu dire, finalement, il va y avoir plusieurs compagnies. Peux-tu ramener ça? Ou ben, une fois que c'est fait, le schéma, ben, c'est béton, puis c'est pas béton. OK? Dans le sens que tu peux revenir en arrière puis comme dire, OK, on a oublié ça ou on a modifié ça. Mais plus tu as besoin de faire une modification tard ou quand c'est déjà en production, plus c'est cher puis plus c'est compliqué. OK? Fait que la prémisse, c'est qu'il y a du monde que leur seul job, hein, des architectes système, là, leur seul job, c'est de faire ça. Là. Ils ne vont pas coder, là. Ils vont parler avec les clients, ils vont parler avec l'exécutif, puis ils vont décider de comme c'est quoi la structure de données qui est nécessaire à l'intérieur de l'entreprise. Puis là, lui, il va après ça aller parler aux différents product owners ou aux différents chefs d'équipe pour dire c'est ça qu'on implémente, est-ce que ça fonctionne, puis s'il y a des modifications à faire, bien, c'est lui qui va venir voir puis qui va faire c'est quoi les impacts d'avoir cette modification-là, c'est quoi les autres systèmes ou d'autres. Qu'est-ce que ça engendre, tu sais? Tu sais, admettons que tu gardes ça en tête, tu te dis, OK, il y a peut-être une possibilité, tu vas, mettons, faire, mettons, la structure en haut avec le contractuel qui est possible, même si tu n'en as rien qu'un à la base. Ça dépend, OK? Puis là, ici, c'est facile de over-engineer, OK? De comme trop mettre de possibilités, puis de tirer dans le pied dans la complexité de ton modèle pour être capable de pallier à toutes les éventualités possibles. Puis c'est de là que vient toute la difficulté de la job d'un architecte système. C'est pour ça que ce poste-là, il n'y a pas de poste junior. OK? La prémisse, c'est juste des postes seniors. Là, le principe, c'est comme un manager de données, là, c'est un manager d'idées. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup de l'expertise, beaucoup de... Il n'y a pas de règles fixes, c'est juste de voir c'est quoi les vraies problématiques puis d'essayer de voir le futur. C'est comme de faire une planification d'échéancier. Tu es comme, faut que tu en donnes un, mais c'est comme, il n'y a pas on a beaucoup de méthodes, mais ultimement, des fois, il y a des réalités qu'on n'a pas entrevues. Fait que c'est la prémisse, c'est, puis évidemment, mettons, dans une PME, il n'y en a pas d'architecte système. Là. Fait que c'est le monde qui le font, puis qui se rendent compte qu'ils ont des problèmes, puis que là, c'est là que ça devient comme, ça envase, puis le dette technologique, puis tu sais, plein de... Fait que ouais, c'est des beaux problèmes, comme on dit, ces affaires-là. Là. OK? C'est plein de conséquences, puis c'est facile de faire des erreurs. Parfait, ça c'est pas mal qu'est-ce qu'on disait. Dernier sujet de la journée, on va parler d'agrégation. Donc, le principe de l'agrégation, premièrement, c'est un élément qui, fonctionnellement, là, dans ce que nous, on va faire dans les bases de données, là, ça n'a pas d'impact. OK? Donc, ça n'aura pas de différence si tu le mets ou pas. C'est juste un outil de communication pour mieux représenter ton idée.
Donc, en fait, avant-dernier sujet, il y a un autre sujet après. Donc, l'agrégation, c'est le principe d'appartenance à un autre tout. OK? Donc, il existe deux types d'agrégation. Il va y avoir l'agrégation faible ou l'agrégation qu'on dit partagée, puis l'agrégation forte ou qu'on parle de composition. Fait que le principe d'agrégation, c'est quand je dis « je fais partie de ça ». OK? Donc, tu peux l'avoir de manière légère. Donc, moi, je fais partie d'un laboratoire de recherche. OK? Puis, il y a d'autres personnes qui font partie du laboratoire de recherche. Puis, il y a aussi des agrégations, des associations fortes où c'est que, un automobile a 4 pneus. On va aller voir comment est-ce qu'on le décrit, puis on va aller voir c'est quoi la distinction entre l'agrégation faible et l'agrégation forte. Commençons avec la syntaxe. Donc, pour avoir une agrégation, ce qu'on fait, c'est qu'au bout de notre ligne, on va mettre un petit losange qui va être soit gris pâle ou blanc, là, dépendamment de à qui tu demandes pour l'agrégation faible ou l'agrégation partagée. Ou on va avoir un petit losange noir pour représenter une agrégation forte, une composition. Fait que on appartient à quelque chose, mais c'est soit faible, soit fort. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer les deux? Donc, l'agrégation faible n'aura pas de dépendance dans l'appartenance. Je m'explique. Je fais partie, je suis un étudiant à l'école, je suis au cycle supérieur, je fais partie d'un laboratoire de recherche. Donc, le laboratoire de recherche agrègue plusieurs chercheurs. Si le laboratoire de recherche disparaît, il est dissolu, moi, je reste un étudiant des cycles supérieurs. Je ne disparais pas avec l'entité à laquelle j'appartenais. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est partagé. J'existe même à l'extérieur de cette possibilité-là. Donc, quand on n'a pas de lien dépendant, ça va être une agrégation partagée. Quand le lien est dépendant, OK, on va parler de composition, d'agrégation forte. On va souvent faire référence à ça quand il y a une représentation physique de l'association. OK, donc, le classique, c'est j'ai une automobile a 4 roues. Si je détruis l'automobile, il n'y a plus de roues. Les roues partent avec. Donc, ça ici, c'est une agrégation où il y a une dépendance, où on a une agrégation forte de composition. Un autre exemple ici, on a un building, le DS, OK, dans lequel on a plusieurs salles de classe. Puis, on est dans le DS 2, quelque chose, 2.0. Puis, dans cette salle de classe-là, on a un projecteur. Fait que là, pourquoi est-ce qu'on peut représenter ça comme une composition? C'est que si le DS y explose, est-ce que la salle de classe existe encore? Non. OK? Donc, quand on parle de composition, c'est ce genre de dépendance-là, OK, qu'on parle. Que si l'élément qui le contient disparaît ou part, ça apporte avec lui les éléments auxquels il était rattaché. J'imagine que ça n'existe pas un bord faible et un bord fort. Non, effectivement, c'est un ou l'autre. Puis, la majorité du temps, quand on a une composition, c'est habituellement relié à un phénomène ou un élément physique, là, parce que c'est la meilleure manière de représenter quelque chose qui vient avec. Là, Mettons, dans cet exemple-là, pas nécessairement avec les noms, mais ton lien, mettons, tu as un lien fort à gauche, à droite aussi, tu as un lien fort. Est-ce que tu as encore un lien faible à droite ou non, si tu as un lien fort, ça vient jouer? Dès que tu as un lien d'un bord, tu n'en auras pas de l'autre. Non, mais quand mettons, ton beamer, il y a un lien avec Lecture Hall. Ouais. C'est un lien fort. Ouais. Lecture Hall, il y a un lien avec Building. Ouais. C'est un lien fort. Est-ce que Beamer a encore un lien faible avec Lecture Hall, puis un lien fort de Lecture Hall, un lien
fort avec building, mais on le fait que. Oui, c'est possible. Un bout à l'autre. Non, c'est possible. Fait qu'on va regarder juste quelques exemples d'une représentation. Donc là, ici, on a 4 modélisations, puis on se demande est-ce que ça a du sens, ces éléments-là. Fait que si je regarde ici, on reprend justement l'exemple de tantôt, j'ai un auto, OK? L'auto a 4 pneus. Ça va bien? Puis on dit qu'on a une relation forte, hein? Une association forte de composition avec les pneus. Si l'auto à part, les 4 pneus, ils partent avec. Puis on dit que les pneus peuvent être attachés à un auto, comme ils peuvent être pas attachés à un auto. Ça, c'est correct aussi. L'auto, le pneu pourrait avoir une autre association dans un entrepôt, c'est correct. Mais si les pneus sont attachés à un auto puis que l'auto disparaît, les pneus partent avec. Donc ici, tout semble correct de ce côté-là. On a une composition où on a un lien entre les autos et les pneus. Si on prend le même principe, mais on enlève la possibilité du 0,1 puis on fait juste 1. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'un pneu, si le pneu existe, il faut absolument qu'il soit rattaché à un auto. Ce qui n'est pas nécessairement la meilleure conception, là, okay? Parce que ça veut dire que je ne peux pas avoir des entrepôts d'auto, je ne peux pas avoir d'autres associations possibles. Si le pneu existe et qu'il est rattaché à un auto, c'est un petit peu plus boiteux comme conception. Fait que cela, il est moins le fun. Autre exemple, on a l'auto, puis on a la possibilité, okay, d'avoir des pneus, mais avec une association partagée. Puis, on a une étoile ici. Fait que ça veut dire que le pneu, il peut être rattaché à 0 ou à une infinité d'autos. Moi, je n'ai pas fait de génie mécanique, là, mais d'avoir un pneu qui est rattaché à 3 autos en même temps, ça sonne weird comme modèle. OK? Donc, ça ici, ça semble aussi un petit peu boiteux. Mais si on regarde le dernier, on a une auto. Mais là, on n'a pas des pneus, on a le concept de type de pneus. Hein, des pneus 4 saisons, des pneus tout-terrain, des pneus Michelin. Fait que là, on dit, les types de pneus, eux, peuvent être rattachés à un auto. Hein, puis dire que ma Hyundai Elantra, puis ma Civic 2007, les deux peuvent avoir des pneus d'hiver. Ça ne sonne pas comme une problématique. Hein? Donc ici, on voit qu'en changeant de pneus à type de pneus, ça nous permet de changer le genre de composition sans casser le modèle, sans casser la conception. Fait qu'on a ici le oui, non, oui, oui, non, oui, oui, non. Dernier élément, avant de jaser de conception pure, ça va être le principe de généralisation. Donc, la généralisation, c'est quelque chose qui est pas mal plus prévalent en informatique, là, mais des fois, c'est aussi le fun de le représenter dans des problèmes de données pures. Là. Le principe de généralisation, c'est que quand on a des éléments communs à des éléments qui ne sont pas communs sur tous leurs éléments. Donc, admettons ici, on reparle de l'université, là, on a tous un matricule. Hein? Puis dans le système, on a tous un nom rattaché, puis une adresse, puis un numéro de téléphone. Mais en tant qu'étudiant, vous avez des attributs spécifiques en tant qu'étudiant. Okay? Votre solde à payer à chaque session, le nombre de crédits, à quel diplôme, à quel programme vous êtes inscrit. Puis moi, en tant qu'employé enseignant, j'ai une autre partie d'attributs qui m'est propre. Un salaire, un nombre d'heures travaillées, mon numéro d'assurance, des choses comme ça. Mais on a quand même des éléments qui sont communs à nos deux classes. Hein? Le nom, le matricule, le numéro de téléphone, c'est des éléments qui sont communs. Fait qu'à la place de devoir réécrire les choses, on veut avoir la loi du moindre effort, puis être capable de généraliser une partie des informations. Donc, la généralisation,
ça me permet de prendre des éléments communs à différentes classes et d'être capable de les soulever hiérarchiquement pour ne pas avoir à les réécrire. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On va avoir deux classes qui vont être reliées, mais là, il faut faire attention. Ça, ce n'est pas un lien d'association. C'est un lien de généralisation qui n'est pas le même type. Okay? On peut voir, ce n'est pas le même type de flèche. On avait des flèches ouvertes, puis là, c'est une flèche fermée. Ça change tout. Donc, il faut faire attention. Quand on a une flèche fermée, ça représente de la généralisation. Comment est-ce que ça fonctionne, la généralisation? Bien, entre les différentes classes, on va pointer vers la classe générale, la classe qui a les informations communes. Fait qu'ici, on a l'exemple de justement qu'on avait, on a une personne, on pourrait avoir le nom, le matricule, une adresse. Puis après ça, on va avoir ce qu'on appelle les spécialisations, okay, qui vont hériter de tous les attributs de la classe générale. Fait que dans mon employé, j'ai automatiquement le nom, le matricule, l'adresse. Puis là, moi, je peux venir rajouter des attributs additionnels qui vont être spécifiques à cette sous-classe-là. Donc là, ici, la hiérarchie, là, okay, puis les noms des éléments, il y a comme plein de synonymes dépendamment à qui tu demandes puis à quelle vision de cette structure-là tu vois. Fait que on parle de classe générale, on dit aussi des classes parents, on parle de superclasse. Okay? Donc, tout ça, c'est des synonymes. Puis quand on descend l'autre bord de la flèche, on va dire des sous-classes, on va dire des classes enfants, on va dire des classes spécialisées. Ces trois affaires-là, c'est toutes des synonymes. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres choses à écrire sur les flèches comme pour les assignations ou c'est juste ça? C'est juste ça. Donc, on va voir que dans les diapos, là, il y a des manières, puis là, il y a des variations sur la généralisation, puis il y a des choses qu'on peut écrire autour des flèches, là, mais nous, on n'ira pas dans ces minuties-là, là, parce que déjà là, on va voir que quand on fait de la généralisation, ça se traduit mal dans les bases de données. Fait qu'habituellement, les genres de problèmes qu'on va attaquer, là, ils n'en ont pas tant de généralisation à l'intérieur. Mettons, là, comme si tu, dans ce Exemple-là. mettons, la personne a un nom. Exact. Le nom va il va partir d'en haut, se retrouver dans l'employé, puis il va se retrouver en bas. Il ne va pas avoir une case nom d'employé. Exactement, exactement. Donc, le but de la généralisation, c'est d'éviter à réécrire les informations qui sont communes. Fait qu'on dit que quand un employé, puisque c'est une personne, donc tantôt on parlait d'agrégation, de dire que ça appartenait à, la généralisation, ça va être un. Hein, donc, un employé est une personne et a donc tous les attributs d'une personne en plus de ses attributs spécifiques. Ça veut-tu dire que, mettons, comme si c'est un employé quelque part, tu n'auras pas le choix d'avoir un similaire, un schéma similaire parce que justement ton employé c'est une personne. Tu sais, Effectivement. Là, après ça, encore une fois, ouais. ça, il y a de la traduction à faire pour le voir en table. Là, tu sais, là. Où c'est que tu vas avoir comme une table de personnes, où c'est que tu as juste les informations. Puis là, tu vas avoir une table employée, mais qui va faire référence à une des personnes pour avoir comme la partie d'information des personnes. Tu sais, fait que... Mais il n'y aura pas d'information dédoublée. OK. Puis il n'y aura pas de colonne dédoublée. Tu sais, parce que tu pourrais avoir une table employée puis une table étudiant, puis avoir nom, adresse, les deux dans chaque. Hein, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure schématisation. Oui? Fait que dans le fond, dans ta classe employée, tu vas avoir une clé étrangère qui serait la clé primaire de personne sans dédoubler des informations, c'est ça? Ça serait effectivement une manière de transformer ça. Il y en existe d'autres, okay? Mais le principe du schéma conceptuel, c'est de ne pas se poser ces questions-là. Hein? Puis de se dire, on va avoir des règles plus tard pour régler ces problèmes-là. C'est que, mettons, l'affaire que moi je me pose, c'est implicite dans le schéma. Exact. OK. Donc, pour ça que... Puis, pourquoi est-ce qu'on a un schéma conceptuel au début? C'est qu'on veut justement se focusser sur les règles de business que tu veux implémenter, pas sur comment faire les liens précis. Tu sais. Une fois qu'on va avoir les schémas conceptuels, on va avoir un set de règles très définies qui va dire si c'est ça, ça va devenir ça. Si c'est ça, ça va devenir ça. Puis ça va être mécanique, puis ça va devenir facile. Yes. Tu peux schématiser n'importe quoi, j'imagine. Ça, mettons,
Juste de même, je sais pas si ça se fait, mais dire, mettons, une gestion de stock. Oui, totalement. Ok. Parce que c'est- Puis c'est souvent pour ça que c'est utilisé, là. Fait que tu peux gérer tes employés d'une entreprise, tu peux gérer tes produits, tu peux gérer tes processus, où c'est qu'ils sont rendus, tu peux gérer tes livraisons. Ok. C'est pour ça qu'on est là. Fait que là, il y a d'autres options autour des classes. C'est surtout utilisé en informatique. Fait que nous autres, on n'ira pas regarder tout ça. On va passer un petit dernier moment pour jaser de... OK, là, on sait toutes les techniques. Comment est-ce que je fais pour appliquer ça à un problème réel? Hein? Donc, je sais qu'il faut que je fasse des classes, je sais qu'il faut que je fasse des associations, je sais qu'il faut que peut-être je fasse des généralisations. Comment est-ce que je fais ça devant une problématique? Donc, on va avoir un petit exemple ici. Puis, c'est ça que vous allez faire en laboratoire cette semaine. Vous allez avoir une mise en situation. Puis, le but, ça va être de construire le diagramme de classe de cette situation-là. Donc là, ici, on a une situation où c'est qu'on a une université, où c'est qu'on veut représenter un peu qu'est-ce qu'on avait, qu'on parle depuis tantôt, là, des étudiants, des chercheurs, des projets, des facultés, OK, les différents éléments. Fait qu'on va aller regarder c'est quoi les différentes étapes qui me permettent de construire un bon diagramme de classe. Hein? Parce que là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les diagrammes de classe, c'est de la conception. Ça veut dire qu'il y a encore moins de réponses canoniques, là. Un bon diagramme de classe, c'est un diagramme que tu es capable de défendre envers d'autres personnes. Hein? Parce que le but, c'est d'être capable de communiquer des idées. Fait que si tu n'es pas capable de dire mais pourquoi est-ce que tu as fait ce lien-là, habituellement, c'est un indicatif que ce n'est pas un bon diagramme. Hein? Donc, le but, c'est de communiquer comment construire quelque chose. Puis, ça veut dire qu'il y a différentes visions possibles. OK? C'est pas parce que c'est écrit ça que c'est nécessairement quelque chose. Hein? On commence à tomber dans la maudite affaire qui est un être humain puis des idées, là. Fait que on est comme pogné à vivre avec différentes variantes. Mais on a des grandes lignes pour s'aider. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire quand on fait le diagramme de classe, ça va être les différentes classes. Donc, on va être capable d'identifier les classes. Habituellement, ça va être les noms directs que j'ai dans une problématique. Hein? Donc, on parle d'une université, on parle d'un institut, on parle d'employés, on parle d'étudiants, on parle de projets, on parle de cours. Donc, habituellement, il va y avoir une panoplie, fait que tu fais comme une première liste de classes. Là, il faut faire attention parce que dans la liste de classes, ça se peut que tu aies des classes superflues. OK? Ce n'est pas parce que tu l'as fait dans ta première ébauche que ça se retrouve à la fin. Donc, le genre de choses qu'il faut faire attention, c'est est-ce qu'il y a un des mots-clés que tu as mis comme étant une classe qui est déjà représenté dans un autre des classes? Comme là, ici, ça dit, comme à notre deuxième bullet point, on a des facultés, il y a un doyen de la faculté, puis le doyen, c'est un employé. Bien, si le doyen est un employé, je n'ai pas besoin d'avoir une classe doyen, il va déjà être dans l'employé. Ça va juste être un lien spécial avec la faculté. Fait que je n'ai pas besoin de la classe doyen dans ma liste. Autre erreur typique, c'est habituellement, tu vas vouloir représenter un système informatique, quand tu vas vouloir représenter une situation ou un élément ou un entrepôt ou quoi que ce soit. Bien, souvent, ça va être dans le texte, ça va être un nom, mais ce n'est pas supposé être une classe. Parce que c'est le système lui-même. Il n'y a pas d'attribut, là. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on représente? On représente une université. Hein? Fait que le premier mot, c'est université, ce blablabla. Mais cette université-là n'a pas nécessairement d'attribut en ce moment-là. Elle n'aura pas de lien. C'est le système. C'est ça qu'on veut représenter. Fait elle aussi, on n'en a pas besoin. Fait une fois qu'on a fait ce filtrage-là, là, on a comme les bonnes idées initiales de ça va être quoi les classes qu'on va avoir. Ça se peut qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent ou qui se transforment à travers comme notre conception. OK, c'est pas dans le béton, là. Tout est très fluide dans la conception. Mais c'est comme les premières idées vont là.
Ensuite, on va identifier les différents attributs de chacune de ces classes-là. Fait que là, on va aller chercher les adjectifs, OK, ou les mots contextuellement liés aux classes que je viens tout juste de créer. Fait que là, pour chacun des attributs, je vais vouloir avoir un nom d'attribut et un type qui va être capable de bien représenter cet attribut-là. Ça se peut qu'il y ait certaines classes qui n'aient pas d'attribut. OK? C'est un voyant jaune, OK, pour dire que peut-être qu'ils vont se transformer dans le futur, peut-être que ça ne deviendra plus des classes, peut-être qu'ils vont être rapatriés dans un autre élément, là. OK? Mais ce n'est pas une problématique tout de suite dans la création. Puis finalement, on va identifier les différentes relations qui sont possibles. Donc, autant des associations que des généralisations, que des agrégations, qui est juste un type spécial d'association. Donc là, ici, on a des exemples qui sont donnés à partir de tous les éléments qu'on a vus tantôt. Fait que quand on a une association, il faut se demander, est-ce qu'on a une directionnalité? Habituellement, ce n'est pas nécessaire là, de parler de directionnalité. Par contre, il faut toujours se demander la multiplicité. Ça va toujours être nécessaire. Qui a des liens, dans quel sens, avec quoi? Ça va être une partie à bien penser. Puis une fois que tu as l'association, tu peux te demander, est-ce que c'est une agrégation? Hein, puisqu'on a jasé tantôt que les agrégations, c'est juste une association spéciale, puis il n'y a pas de fonctionnalité derrière là, qui est trop importante. Fait que là, ici, on a les différentes variations, puis ça nous donnerait une petite affaire qui ressemble à ça ici. Parfait. En passant, ce principe-là, quand on travaille en informatique, puis un peu comme nous, qu'est-ce qu'on va faire? Le but ultime, c'est d'être capable de prendre ça puis d'avoir le modèle physique, le modèle réel de code, là. Ici, il y a des exemples après pour dire comment est-ce qu'on traduit ça en programmation. Nous autres, on va le voir la semaine prochaine avec la génération de notre système, de notre étape physique. Juste en passant, à la fin de cette diapo-là, on a un petit sommaire qui me permet de bien voir les différentes classes puis les différentes possibilités qu'on peut représenter. Pile. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour être capable de regarder les transformations. Puis, on va aussi reprendre notre track de programmation pour être capable de commencer à parler justement de comportement puis de création de fonctions dans nos différents programmes.